bonsoir. Président du Congrès, élu FLNKS à la province sud et membre de l'Union calédonienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal Vittori, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de l'Avenir Ensemble. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Dominique Barre, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Vous êtes maître de conférences en histoire, enseignant à l'université. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre passionnant, L'histoire du Pacifique. Amin Mokadem, bonsoir. Philosophe et auteur de nombreux essais, notamment sur Jean-Marie Tjibaou et sur le discours politique kanak, qui va prochainement sortir en décembre-janvier. Et pour terminer notre tour de table, Maki Wea, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire d'Ouvéa, vous êtes acteur dans ce film L'Ordre et la Morale, puisque vous jouez votre frère, Djoubeli Wea, qui, 1 an après la prise d'otage, assassinera Jean-Marie Tjibaou. Et pour alimenter notre débat, 2 jeunes ex-étudiants qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir dans notre émission, Jérôme et Anthony, qui ont plein de choses à dire et qui sont très attentifs à l'histoire contemporaine. Yves Cazot de l'association Convergence Pays, et puis Cynthia Jean Mesdorf, prof d'histoire géo dans un collège. Avec vous, ça sera intéressant parce que vous avez adapté les manuels d'histoire géo pour les manuels donc calédoniens. Donc voilà, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Et pour lancer le débat, on revient donc sur la sortie de ce film L'Ordre et la Morale. Mathieu Kassovitz devait être avec nous en duplex depuis Paris, mais il s'est décommandé il y a moins d'1 heure. C'est dommage parce qu'il a fait, enfin ce réalisateur a fait pratiquement tous les plateaux télé et toutes les radios en métropole pour vendre son film. Et le seul endroit certainement où on l'attendait vraiment et où on avait besoin d'explications, c'était bien sûr en Nouvelle-Calédonie. Et c'était dans cette émission une belle opportunité pour lui de s'expliquer sur ce film et sa démarche artistique. Concomitant, autour de la table, vous êtes le seul à avoir vu le film L'Ordre et la Morale. On va commencer le premier quart d'heure donc sur ce film, L'Ordre et la Morale, avec un intitulé un petit peu film historique, point d'interrogation. Vous me disiez juste avant de commencer, ça ne vous étonne pas qu'au final, il s'est décommandé? Vrai ou faux? Non, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Je me rappelle un commentaire d'un psychiatre ayant vu ce film-là. Il disait ceci, que je suis horrifié par cet apprenti sorcier qui fait de la thérapie cinématographique sauvage sans aucune compétence dans le domaine du réveil des traumatismes. Vous êtes dur, hein? C'est pas moi, c'est cet expert psychiatre qui dit. Et moi, je suis d'accord. Parce que les traumatismes nés de cet événement-là ne se sont pas calmés encore, après 20 ans, 23 ans de distance. Et ce film, il est en train de faire réveiller ces traumatismes. Et pour moi, c'est un apprenti sorcier. Alors, je me dis que quand il vient débattre peut-être à la télévision avec des gens qui peuvent peut-être s'opposer à lui, peut-être qu'il peut se poser des questions. Encore un mot, vous êtes le seul donc à avoir vu ce film. Quel regard vous portez sur ce film? On est dans un film de guerre, on est dans un film qui défend la lutte indépendantiste, ou on est dans un film qui parle au fond des problèmes de conscience d'un officier de l'armée? Non, pour moi, puisque je l'ai rencontré en 2009, quelques jours avant les élections du 9 mai 2009, quand je lui ai demandé, mais pourquoi que vous ne faites pas un film qui raconte l'histoire de la lutte du peuple kanak et qui fait que vous allez pouvoir donner les raisons qui ont amené ces gens-là dans la grotte, au fond de la grotte, et ensuite l'attaque. Il m'a dit quoi? Il nous a dit quoi? Il nous a dit ça ne va pas se vendre. C'est un film qui ne va pas se vendre. Donc, je me suis dit à ce moment-là, eh bien, il est en plein dans la commercialisation. Et ce que je me suis dit après le film, pour moi, c'est un irrespect total de la civilisation kanak, parce qu'il va utiliser, c'est pour ça qu'il voulait tourner à Ouvéa, il va utiliser ce film pour être dans le vrai, de façon à ce que, utilisant les traumatismes des gens d'Ouvéa, les gens ils vont pleurer en jouant ce film. Voyez? Et ça, pour moi, c'est un irrespect total. Il va montrer la sauvagerie des Kanaks lorsqu'ils attaquent la gendarmerie. Mais il ne montre rien du tout, pratiquement rien, sur la sauvagerie des militaires français lorsqu'ils vont abattre de sang-froid des militants FLNKS de la grotte. Maki Wea, vous êtes acteur dans ce film. Comment vous réagissez aux propos de Concomitant? Moi, je réagirais d'une autre façon. Je pense que ce qu'a fait Mathieu Kassovitz, pour nous, c'était vraiment, il nous a servi quelque chose sur un plateau. C'est une première pour les Kanaks qui soient dans ce domaine du cinéma. Et c'est une première aussi
que dans le domaine du cinéma, on va parler du peuple kanak. Je m'excuse par rapport à ce que dit M. Wamitan, mais pour nous, c'est en quelque sorte une libération pour nous, les gens d'Ouya. Hein? Ça fait 23 ans que nous vivons ces événements-là. C'est comme, si je peux dire, c'est notre pain quotidien. Nous vivons cette histoire au jour le jour. Et moi, je suis surpris quand les gens, les politiques déclarent que ça va réagir quelque chose d'anormal dans ce pays, alors que nous faisons en sorte que c'est important qu'on fasse ça au cinéma pour, en quelque sorte, une référence à nos enfants, aux futures générations, pour que cette histoire, c'est une petite partie de cette longue histoire du pays. Donc je pense que c'est important que nous avons une référence. Donc moi je vois que c'est vraiment un cadeau qu'on nous a offert, qu'on parle du peuple kanak. Roch Wamitan veut réagir, et puis après la parole à Amine Mokadem et à nos deux jeunes. Oui, parce qu'en plus, pourquoi c'est un traumatisme? Parce qu'il base son traumatisme sur des mensonges. Et le principal mensonge que je voulais donc dire ce soir, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que le Gorju va dire, ce que le Gorju va dire dans Ouest France il y a quelques semaines de cela, que le FLNKS a été lâche, a été pleutre et irresponsable total de cette tragédie. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Pourquoi? Parce que du début jusqu'à la fin, le FLNKS a tenté de négocier avec les gens qui étaient dans la droite. D'abord par l'intermédiaire de M. Waouzou et ensuite par l'intermédiaire du bureau politique et de Jean-Marie Tjibaou lui-même par la filière de M. Pisani à l'Élysée. Et ils n'ont jamais accepté, de lâcher les gens, puisque même au niveau des prisonniers politiques, le FLNKS était là. Le FLNKS a été là pour accompagner les familles lorsqu'ils sont venus après l'attaque et au moment, à 2-3 jours après les funérailles. Je l'ai dit parce que j'étais désigné par le FLNKS moi-même pour accompagner les familles. Je suis venu. Oui, je m'excuse parce que moi je suis de la tribu de Gossana. Quand l'armée est rentrée, a pénétré dans notre tribu à Gossana, que le général Vidal a déclaré la guerre au peuple kanak, ben, j'étais en face de lui. Quand Ponce a débarqué le 26 à Gossana, moi, j'étais enfermé, puis j'étais pris entre 10 militaires qui est là toute la journée et devant tous les jeunes qui étaient attachés sur le poteau. Donc, c'est comme quelque chose d'énorme que nous voulons. Nous avons participé dans ce projet parce que nous voulons marquer notre vérité, ce que nous avons subi en tant que gens de Gossana. Alors, on ne va pas refaire l'histoire. Pardon. Par rapport au FLNKS, hein, depuis le début jusqu'à la fin, on a été lâchés par le FLNKS. On a été lâchés par le FLNKS. Au niveau de la tribu, je suis de la tribu de Gossana. Hein, on a quand même... C'est vrai, il y a les gens qui sont en train de travailler ici à Nouméa, mais nous, on a senti qu'on a été lâchés. Amine Mokadem, ce film, je disais, c'est quand même un film de guerre. Quelle est votre réaction? Il faut dire aussi le contexte. Il y avait eu quand même, Roch Wamitan, le contexte, le FLNKS avait quand même lancé un mot d'ordre général dans le pays en février 88, attaquer toutes les gendarmeries. Donc c'était quand même un contexte pratiquement de guerre civile. C'est pas ça. Je vais vous dire l'histoire. L'histoire, c'est une initiative qui a été prise. Et vous êtes beaucoup à réagir par SMS. C'est une initiative qui a été prise, Thierry Gourou, par l'Union calédonienne. L'Union calédonienne, dans son congrès de Wao à Yaté, donc en novembre 87, et ensuite au comité directeur de Membouette en début 88. Mais ce n'était pas l'attaque de toutes les gendarmeries. Qu'est-ce qui avait été décidé à ce moment-là? Ensuite, le FLNKS a porté ça. C'était de dire qu'il fallait donc que les comités locaux et les comités de lutte se mobilisent pour absolument par des actions concrètes, puisqu'on n'était pas entendu, de faire échec à la loi Ponce, au statut Ponce, qui pour nous, c'était l'équivalent donc de la mort du peuple kanak. C'est pour ça que ces actions ont été menées. Alors Dominique Barbe, et après Amine Mokadem, en tant que professeur d'histoire, on voit que c'est encore très passionné et très sensible. Quel regard portez-vous sur cette polémique, sur ce film? Là, je dirais qu'on a des réactions de mémoire. Pardon? On a des réactions de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a des gens qui... moi, je n'ai pas vécu les événements, je n'étais même pas en Calédonie à cette époque-là, qui ont vécu un événement traumatique, un peu comme la Seconde Guerre mondiale, hein, comme certains événements de la Seconde Guerre mondiale, et qui l'ont vécu de façon fragmentaire, parce qu'ils ont leur point de vue, hein, et puis c'est marqué dans leur chair, si j'ose dire. Et moi, je partage un peu l'opinion de mon voisin.
que j'ai lu dans la presse cette semaine, ce film a au moins l'intérêt de poser un jalon, et à partir de là, on discute. On discute, on peut espérer qu'un jour, effectivement, il y ait un cinéaste kanak, comme vous le disiez dans votre interview. Amin Mokadem. Ce qui reste fascinant, bon d'abord, je voudrais souligner que j'ai écrit un livre sur le respect et qu'on peut être en désaccord avec des personnalités et des notables de ce pays sans pour autant manquer de respect. Alors, ce qui est fascinant, moi ce qui me choque, ce qui me scandalise un peu, sans rentrer dans le contenu du film, parce qu'apparemment il n'y a que M. Ouamitan qui l'a vu, puis bon, M. Makiwea c'est normal, mais qu'il y ait... Enfin, ce qui est choquant, c'est qu'il y a des citoyens qui ont le droit de voir le film et qui décrètent ce qui est bon ou pas bon pour les autres citoyens. Ça, c'est le premier sentiment éminemment subjectif qui est partagé certainement par beaucoup de citoyens de ce pays. Ensuite, par-delà le film de Mathieu Kassovitz, que je n'ai pas vu, dont je ne peux pas en parler, il y a une chose qui, en fin de compte, devrait nous faire réfléchir aujourd'hui, en 2011. Nous sommes dans un processus politique de décolonisation. Nous sommes dans un processus politique d'émancipation. Donc je pose la question, est-ce que la censure est compatible avec ce processus politique d'émancipation? Je pose la question, est-ce que interdire à un peuple d'avoir le droit de s'informer de par lui-même, plutôt que de dire « ça c'est bon pour vous le peuple, ça ce n'est pas bon », est-ce que c'est compatible avec ce processus politique de décolonisation? C'est tout. Sans rentrer dans le film, je ne l'ai pas vu. Concomitant, 30 secondes, une question très claire. Est-ce qu'effectivement, vous avez fait des pressions, vous les politiques, pour dire au Ciné-City ne passez pas ce film? Ah ben moi, je ne me permettrai jamais de faire une quelconque censure. Le film, il est là. Maintenant, il faut le positiver. Ce que je suis en train de dire, c'est que je n'étais pas d'accord avec ce film. Donc j'ai eu une discussion, comme beaucoup d'entre nous, avec Kassovitz. Et c'est tout. Maintenant, le film, il est sorti. Moi, je ne suis pas une autorité qui peut comment dire, interdire le film. En France, sur combien, si vous disiez... 500 copies, un film américain, et 300 copies pour celui-là. Ben voilà, donc il y en a 200 qui ne présentent pas le film, alors. Pascal Vittori. Oui, enfin, moi, je considère que ce n'est pas une question de censure. On a un problème avec un distributeur. Mais le film, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il puisse être vu par tous les Calédoniens, c'est important. On vit en démocratie et donc les artistes doivent pouvoir s'exprimer et les Calédoniens doivent pouvoir regarder leurs œuvres. Alors ensuite, pas sur le contenu du film, mais sur le débat, puisque je n'ai pas encore pu voir ce film, sur le débat qu'il y a autour de ce film, moi je retrouve ce que dit M. Weah, c'est-à-dire c'est sa vérité qui est exprimée dans le film. Et ça, je le comprends et je le respecte. Les gens d'UVA ont souffert de cette expérience dramatique et donc c'est bien qu'à un moment ils aient pu s'exprimer et que quelqu'un ait pu leur permettre de s'exprimer. Voilà. Et je respecte ça. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est que je ne me retrouve pas dans ce débat. Vous voyez, pour moi, ça n'est pas un film documentaire. C'est un film qui relaye une opinion, une mémoire dans laquelle M. Weah se retrouve et c'est très bien, mais moi-même et les pro-français, on ne se retrouve pas, vous voyez. Et dans une période où on parle de destin commun, il faut que tout le monde soit pris en compte. Vous avez eu la chance de le voir, le film. Il l'a pas vu, Pascal. Non, j'ai pas En eu. plus, vous l'avez pas vu. Anthony. Non, mais s'il vous plaît, non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais j'ai lu tout ce qui tournait autour du film. J'ai vu tous les débats. On peut pas aujourd'hui me reprocher de ne pas l'avoir vu. Il n'est pas disponible. J'ai vu tout ce qui était possible de voir autour de ce film. Personne ne l'a vu. Alors on termine avec le film. Anthony Tuguro et Jérôme Lévy, deux jeunes. Un commentaire. Oui, bonsoir. Bon, ben, moi, je peux pas parler du film parce que je l'ai pas vu, enfin, comme tout le monde qui sont autour de cette table. Mais comme je le dis souvent, d'ailleurs, je le dis dans mon album de musique qui va sortir mi-décembre, qu'un peuple qui connaît son passé est un peuple qui avance plus vite. Alors, il faut vraiment motiver toute forme d'information. L'accès à la formation, maintenant, aujourd'hui, il est moderne. Ça passe Oui, par vous aviez les films. buzzé aujourd'hui toute la journée sur les réseaux sociaux pour dire ne manquez pas ce soir, faut qu'on se parle. Il y aura Mathieu Kassovitz, on aura sa version et ses explications. Et on l'a pas, effectivement. Il faut favoriser l'accès à l'information aux citoyens, donc il faut aller vers les citoyens. C'est mon idée. Yves Cazot, l'association Convergence Pays. Oui, alors moi je voudrais réagir aussi. Donc, bon, je n'ai pas vu le film, hein, comme tout le monde autour de la table. Je n'ai vu que ce qui a pu être transmis par la presse ou par Internet. Nous, au niveau de l'association, et là je tairai mon côté historien, puisque je suis historien aussi, au niveau de l'association, donc Convergence Pays, si on est allé manifester hier devant le cinéma, c'était bien pour défendre cette idée de dire donc c'est aux citoyens de se faire
leur opinion sur un film. Et je pense qu'il y a une certaine maturité au niveau des Calédoniens et de tous bords pour se faire une opinion justement sur cette affaire. Et je pense que quand on parle de destin commun, et c'est notre point de vue, quand on parle de destin commun, on ne peut pas dans ce pays finir par poser un couvercle sur la marmite de l'histoire et un jour elle va exploser, quoi. Je veux dire, il faut en parler. Le film était un moyen de parler de cette histoire. Et c'est le but ce soir de notre émission, voilà, justement, et d'en parler, parler de notre histoire. On va continuer notre débat. Comment on raconte notre histoire contemporaine et pourquoi notre passé récent est-il indispensable à construire ce destin commun? Avant de lancer le débat, je vous propose d'écouter les témoignages de plusieurs historiens célèbres en métropole qui ont travaillé sur d'autres histoires. Et vous allez voir que l'histoire n'est pas si simple à gérer, pas seulement en Calédonie, mais ailleurs aussi. Et après, on discute. Le refus de diffusion essuyé par l'ordre et la morale, le film de Mathieu Kassovitz, l'historien Benjamin Stora le connaît bien. Un film produit sur la bataille d'Alger en 1957 a subi le même sort. Il n'est finalement sorti en salle qu'en 2004 en France. Pour ce spécialiste de l'Algérie, rien d'étonnant à ce que l'histoire récente fasse polémique. Lorsqu'il s'agit de situations qui continuent de poser problème dans le présent entre différentes communautés, il y a évidemment complications, il y a évidemment pression, il y a automatiquement intimidation, voire autocensure et censure. Parce que la question n'est pas définitivement tranchée. Elle l'est d'autant moins que les archives officielles récentes, la plupart du temps, ne sont pas accessibles, ce qui complique mais n'interdit pas le travail de l'historien. L'impossibilité quelquefois d'accès aux archives étatiques ne signifie pas le fait qu'on ne va pas quand même confronter les faits, les restituer, les mettre en contradiction. On a cette possibilité quand même. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a la presse, il y a les acteurs qui sont toujours vivants. L'essentiel, c'est de respecter un minimum de rigueur, c'est-à-dire le fait d'entendre l'ensemble des points de vue. Dans le cas de l'ordre et la morale, on a vu sur un plateau télé deux vérités s'affronter. L'historien lui-même n'est pas exempt de subjectivité. Ce n'est pas en soi un problème. Souvent, on oppose le devoir de mémoire et le devoir d'histoire en disant la mémoire, elle est que du côté de l'émotion et puis l'histoire, elle est du côté de la raison, du côté de quelque chose d'absolument neutre. C'est très largement caricatural car un historien honnête, c'est aussi quelqu'un qui doit dire je. C'est un point de vue sur les choses. C'est pas la vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est pourquoi, histoire récente ou pas, dans sa vie professionnelle, l'historien ne poursuit qu'un seul objectif, s'approcher au plus près de la vérité. Voilà, on continue notre débat et vous êtes très nombreux à réagir par SMS. On va voir régulièrement des SMS défiler à l'antenne et bien sûr nous consacrerons une longue séquence aux SMS. Question donc l'histoire en Calédonie pendant des dizaines d'années, je le disais, on a caché l'histoire, il ne fallait pas parler de l'indigénat, il ne fallait pas parler de la colonisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à regarder cette histoire en face? L'époque a changé, comme le disait Anthony. Maintenant, on ne peut plus rien cacher aux citoyens. Des événements qui s'étaient passés il y a 30-40 ans, il n'y avait pas Internet. Maintenant, c'est plus possible. Je lance le débat, Dominique Barbe. Ça paraît compliqué de parler de l'histoire récente d'un pays où, dans ce pays, selon son ethnie, on n'a pas forcément le même vécu, le même passé, les mêmes mémoires. Comment on fait? Et c'est ça le problème? C'est à la fois le problème et le fait que l'histoire soit riche, parce qu'effectivement, c'est une confrontation, c'est une construction à plusieurs, une confrontation entre plusieurs points de vue. Et comme le disait l'historien que nous avons vu à la télévision, effectivement, tous en sachant, nous, historiens, nous savons que nous appartenons à une période, à une société, et que la vérité que l'on décrit n'est pas forcément la vérité de demain, ni la vérité d'un autre. C'est-à-dire que ce qu'on croit aujourd'hui peut être faux demain. Remis en cause demain. Ce n'est pas forcément faux. C'est remis en cause demain par une autre approche, par une autre façon de penser, un autre contexte sociétal et politique. Amine Mokadem, votre regard sur l'histoire récente, c'est compliqué? Au contraire, c'est facile, on devrait s'y pencher? Non, c'est extrêmement compliqué, surtout en Nouvelle-Calédonie, puisque déjà, je vais faire très simple, il y a deux légitimités ici qui essayent de s'harmoniser. Ceux qui sont pour la Kanaki, la souveraineté de Kanaki, et ceux qui sont pour la Nouvelle-Calédonie. On n'est pas encore sorti de ce dilemme. Donc il est évident que déjà, ça a comme conséquence, premièrement, il n'y a pas d'imaginaire partagé.
n'y a pas d'histoire partagée. Imaginaire partagé, ça veut dire mémoire, hein, collective, c'est ça? Ah oui, la construction d'une nation commune, enfin, d'une identité commune. Donc déjà, ça crée une difficulté au niveau, disons, d'écriture de l'histoire. Ensuite, il faut se dire que ce pays, s'il est petit, est très complexe, c'est très compliqué. On a parlé de la grotte d'Ouvéa, mais ce dont on sait moins, c'est que quand même, il y avait des structures sociales kanak, et là je suis d'accord avec M. Wabitan, c'est-à-dire que les gens qui étaient dans la grotte, Alphonse Dianou, Wenceslas Levallois, Hilaire Dianou, etc., respectaient l'ordre social et l'ordre culturel kanak, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les otages ont été préservés, et que la complexité du pays, c'est qu'il y a une histoire orale kanak, il y a une histoire écrite occidentale, et qu'il faut... D'accord, il y a deux histoires en parallèle, hein. J'essaye de faire simple pour comprendre. Mais je veux dire, il ne faut pas aborder l'histoire simplement de manière occidentale. Il faut aussi tenir compte de l'histoire orale kanak. J'essaie de faire simple pour que tout le monde comprenne bien. Alors, je pense que les téléspectateurs sont loin d'être si imbéciles que ça. Non, pas du tout. Il y a une histoire orale kanak, il y a une histoire écrite. D'accord. Et là, c'est difficile. C'est autant difficile de travailler sur des archives que de travailler sur des récits oraux. Donc là, c'est une complexité. Dominique Barbe. Et puis après, Cynthia... Des points de convergence, parce qu'il y a aussi une histoire orale qui est une histoire orale européenne ou de colons, etc. ici. Et donc, il y a aussi des archives kanak qu'on ne connaît pas écrites. Et je trouve, moi personnellement, puisque j'enseigne à l'université depuis plusieurs années, qu'on a de plus en plus de jeunes océaniens qui s'intéressent à leur histoire et qui l'abordent avec, effectivement, un certain recul. Et moi, je suis très, très optimiste pour le futur ici. Cynthia Esdorf, oui, bonsoir. Professeur d'histoire géo, 6e, 3e. C'est ça, donc au Collège de Normandie, les événements sont abordés en classe de 3e, en ce moment même, en toute fin d'année. Malheureusement, c'est la progression qui le veut. Les élèves, je suis d'accord avec M. Barbe, sont extrêmement intéressés quand il s'agit d'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont particulièrement intéressés quand on aborde le chapitre des événements. Ils prennent... c'est assez difficile de les intéresser en ce moment puisqu'ils sont en période d'examen et pourtant... Ils sont dans une écoute extrême dès qu'ils comprennent qu'on va aborder le chapitre des événements. Donc, en général, je procède de la façon suivante. Donc, on commence par faire émerger leur mémoire, parce que même s'ils n'ont pas vécu les événements, ni même souvent leurs parents, du moins en tant qu'adultes, leurs parents, ils sont porteurs d'une mémoire, ils sont très chargés émotionnellement. Et à partir de ces anecdotes, je leur propose un extrait du petit film qui avait été fait par le gouvernement pour fêter les 20 ans des accords de Matignon. Et ce petit film commence par un slam de Paul Wameau, auquel les élèves sont extrêmement sensibles. Ce jeune kanak se demande dans le slam pourquoi il ne sait pas, pourquoi il ne sait rien. Et les élèves sont très 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 peu au courant finalement de ce qui s'est passé pendant les événements. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Eh bien, on met l'élève face à des sources historiques diverses et variées. Mais justement, ces sources, est-ce qu'on les a, Dominique Barbe et les autres invités, est-ce qu'il n'y a pas un conflit de génération entre ceux qui ont vécu cette histoire, ces événements, et puis les jeunes comme Jérôme et Anthony, les jeunes de 20 ans qui n'ont pas connu cette... Oui, c'est la situation qui fait penser à mon histoire propre. C'est-à-dire, moi, j'appartiens à cette génération qui n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale et qui a entendu parler de la Seconde Guerre mondiale pendant des dîners de famille, sans pouvoir y participer et en n'y comprenant rien, finalement. Parce qu'effectivement, on avait des échos de droite et de gauche. Et je pense qu'il y a une demande au bout d'un certain temps. Pascal Vittori après Makiwea. Alors peut-être qu'on n'en fait pas suffisamment pour faire connaître l'histoire aux jeunes Calédoniens, mais je voudrais dire en tout cas que les institutions se sont impliquées. À l'occasion du 20e anniversaire donc, des accords de Matignon, le gouvernement auquel j'appartenais a fait réaliser ce documentaire. Il y a eu un colloque qui s'est déroulé à Paris, les actes du colloque ont été publiés. L'université organise également régulièrement des colloques sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a quand même des choses qui sont faites. Peut-être pas suffisamment, mais il y a pas mal de choses. Makiwea et puis après M. Barbe. Oui, et M. Moi, je dirais que c'est important quand même qu'on fasse connaître notre histoire à nos enfants. Et je rappelle que les événements d'Ouvéa, c'est une petite page de cette histoire calédonienne. Mais en vivant ces événements d'Ouvéa, notre espérance, c'est que pendant toute cette période de ces événements, du 22 avril jusqu'au 8 mai, on fait des expositions, on fait de l'information, on fait des projections
Donc on a fait pendant 20 ans à Ouvéa, on est venu à Nouméa une fois au mois quart, les 20 ans de ces événements, et c'est seulement cette année que nous avons fait 15 jours à Montravel d'exposition, d'échanges et de projections. Et il y a 3 semaines, on est parti à Yaté. Donc, avec nos petits moyens, on essaie de transmettre ce vécu, cette histoire-là, à nos gens, aux adultes et aux enfants. Et vraiment, ils sont très intéressés avec cette histoire. Dominique Barbe et Cynthia. Je préciserai simplement une chose, c'est que nous avons une nouvelle maquette à l'université en histoire géo, et le Pacifique, en tant que tel, occupe plus du tiers du programme qu'on fait. Et la Calédonie occupe la moitié dans ce Pacifique. Donc les étudiants actuellement qui font de l'histoire en Calédonie font de l'histoire de la Calédonie et du Pacifique. Monsieur Wamitan. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a toujours souhaité que l'histoire de notre pays, la Nouvelle-Calédonie, soit racontée avec toute l'objectivité qui s'impose. Or, ça s'est très peu passé comme ça, puisqu'il faut quand même dire que l'histoire qui était enseignée dans les manuels il y a encore quelques années de cela, c'était quand même l'histoire coloniale. Et quand on dit coloniale, ça veut dire que ceux qui racontaient l'histoire, ils étaient quand même là pour défendre un système qui était quand même un système d'oppression, voilà, et de domination donc d'un État français sur un peuple qu'il avait colonisé, c'était les Kanaks. C'est la ligne, de toute façon, depuis pratiquement 100 ans, celle-là. Donc je crois que maintenant, à partir du moment où nous sommes dans un processus d'émancipation, et maintenant où on fait appel à, disons, à un débat citoyen, à une conscience des citoyens, effectivement, il ne faut plus que la Nouvelle-Calédonie soit le pays du non-dit, et que les gens puissent parler, puissent échanger, et que des vrais historiens puissent enfin s'occuper de notre histoire. Pas des historiens comme Kazovic, parce qu'il s'est fait passer pour expert historien, mais il ne raconte que des mensonges. On va pas attaquer on a quand même un historien, la réaction d'un historien. On est dans le film de Kazovic, je rappelle, pour montrer ce qu'on a vécu, la réalité de ce que nous avons subi chez nous. Donc c'est une opportunité. Dans ce film de 2h15, il y a 45 minutes de présence kanak, de présence du peuple. Ben, on a montré notre vérité. Donc voilà, c'est l'histoire du pays. Amin Mokadem, c'est compliqué, comme le disait, d'avoir des historiens qui regardent notre histoire contemporaine récente d'il y a 15, 20 ans, 25 ans? Bah oui, mais non, mais parce qu'il faut distinguer 3 choses. Il n'y a qu'en français que le mot histoire regroupe 2 acceptions, c'est-à-dire l'histoire des événements, l'histoire qui est vécue par les peuples, et puis l'histoire qui est écrite. Dans les autres langues, allemandes, anglaises, etc., on dissocie bien. En français, vous êtes un seul et même mot pour désigner l'histoire en tant que récit, construction d'un récit, et des récits en tant qu'événement. Déjà, il y a une confusion. C'est-à-dire qu'en termes plus simples, il y a des historiens qui sont à la fois acteurs. Donc, il y a confusion des genres. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien distinguer l'histoire des manuels scolaires. Moi, je n'ai rien contre les manuels scolaires. Et puis l'épistémologie de l'histoire, la recherche scientifique sur l'histoire. Par exemple, je prends un point très précis. On parle des événements. Ça ne va pas. Il faudrait peut-être être un peu plus précis au niveau de la nomination. Pour moi, il y a eu une séquence politique révolutionnaire qui a constitué le peuple kanak national à partir de 84 et 88. Il faut arrêter ces euphémismes pour refuser de penser le réel. Et là, au niveau épistémologique, on n'a pas à faire de morale. C'est-à-dire il faut regarder le réel tel qu'il est et construire un récit qui soit fondé. Puis la troisième chose qui est difficile, on est en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas encore sorti d'un processus et on est en plein dedans. C'est ça qui fait la difficulté aussi. C'est que, par exemple, l'avenir institutionnel, il n'est pas encore joué. Et donc, par récurrence, il y a des phénomènes qui sont en train de se jouer. Forcément, il y a un phénomène de feedback ou de projection de ce qui est en train de se jouer sur le passé. Il y a des reconstructions de l'histoire. Donc, tout ça, ça s'enchevêtre et ça fait une certaine difficulté. Dominique Barbe, à l'université, est-ce qu'il y a des gens qui font de la recherche sur cette histoire contemporaine? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons des gens qui font... Nous avons de jeunes doctorants mélanésiens qui travaillent sur l'histoire contemporaine. Nous avons quelques métropolitains qui ont travaillé sur l'histoire contemporaine. Nous allons avoir une enseignante qui a fait une thèse sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, l'histoire coloniale, et son côté, justement, si j'ose dire, sauvage. Donc, on a tout ce qu'il faut. Cynthia, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire que nos sources s'étoffent, nos outils pédagogiques également. L'an dernier, il y a un collectif de 22 auteurs quand même sur le territoire qui s'est réuni, qui a travaillé sur le manuel des programmes adaptés en première et en terminale. Et donc, nous avons les outils pédagogiques à notre portée, un site internet extrêmement fourni en documents, et l'enseignant peut tout à fait, dans le cadre de sa classe, dans un climat apaisé, essayer donc
faire comprendre aux enfants, de donner du sens aux événements qui se sont passés et pour justement qu'ils comprennent notre présent. Et je voulais aussi rajouter que nos jeunes sont très appréhendent grandement l'avenir du pays. Ils se confient dans ce cadre-là quand ils sentent le climat d'apaisement qu'il y a dans une classe. Ils me le disent, à la maison on ne peut pas parler de ça, ils ne nous racontent pas, ou alors moi ils me racontent toujours la même chose, mais en fait je ne comprends pas, c'était quand, c'était qui contre qui. Donc les cours d'histoire géo, c'est les seuls moments où on débat? J'allais dire, le cours d'histoire géo est quasiment pour eux le seul moment, ils me l'ont encore dit cette année, est quasiment le seul moment où ils ont l'impression d'entendre plusieurs points de vue, d'entendre le prof essayer de démêler un petit peu le cours de l'histoire, et ils sont extrêmement attentifs à cela, et ils sont très en demande. Donc je crois que c'est très important de maintenir la place des programmes adaptés dans nos cours. Apparemment, c'est un petit peu compromis, puisque les nouveaux programmes laisseraient une place beaucoup moins importante aux programmes adaptés. Donc là, j'interpelle nos élus. À cause de quoi? Je ne sais pas, je pense que ça vient de la refonte. Recomitant? Oui. Des programmes. Donc là, de l'éducation nationale française, voilà. Pascal Victory pour réagir. Non, sur les programmes, c'est encore en discussion. Il y a une commission qui est dirigée au Congrès par Isabelle Hollen, ma collègue, et qui est en train de travailler sur ces choses-là. Il a dit dictate quand même. Écoutez, c'est lui qui le dit, mais voilà, moi Sur les programmes actuels, il y a quand même des instructions précises, justement, que les profs sont en train de recevoir actuellement. Justement, pour réduire, je ne sais plus comment on appelle le terme technique, là, pour... Qu'en février 2012... Pour raconter l'histoire du pays. Voilà, c'est ça, c'est vraiment dommage. On est en train de travailler. Voilà. Ouais, le terme technique est exactement donc, le programme adapté. Alors, ce qu'on appelle le programme adapté, c'est la partie donc, de l'enseignement qui est fait aux enfants et qui constitue donc, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, de l'Océanie, la géographie également de la Nouvelle-Calédonie et de l'Océanie. Parce que ça tombe aussi au baccalauréat. Cette année, il y a eu des jeunes qui ont eu l'histoire de la Calédonie au bac. Depuis 2007, cet enseignement est également fait en terminale, et depuis 2008, des sujets du bac peuvent être sur le programme adapté. Alors, Pascal Vittori, la réponse, attendez Cynthia, la réponse à Cynthia et au fait que... Je voudrais simplement dire que les choses ne sont pas figées sur le sujet, qu'il y a une commission au Congrès qui se réunit et qui travaille sur le sujet. Mais je voudrais revenir, moi, sur l'histoire et la facilité d'accès notamment aux archives. Les archives sont conservées de mieux en mieux, elles sont de mieux en mieux inventoriées, et donc elles sont de mieux en mieux mises à disposition des chercheurs et des historiens. Et donc ça, c'est de nature aussi à faciliter les recherches. Et puis, tout le développement qu'il y a aujourd'hui autour de l'Internet notamment, et de l'audiovisuel, ça facilite l'accès des jeunes à cette histoire. On revient en deux mots sur les SMS sont nombreux, vous les voyez défiler. On va consacrer une séquence SMS dans quelques instants sur la non-diffusion du film en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que politiquement, vous pourriez à la province Sud, vous êtes aussi vice-président de la province Sud, oui. Je crois que le multiplex a une salle normalement réservée à une programmation RSS que vous pourriez imposer dans cette salle-là du multiplex de dire on veut vous diffuser l'ordre et la morale? Alors, parce que ça se fait la réponse claire, hein. Non, mais ça se fait par convention. C'est-à-dire que la province Sud passe une convention avec le multiplex pour diffuser tel ou tel film. Bon, et est-ce que vous sauriez... S'il refuse de passer le film, je ne vois pas comment on pourrait lui imposer. Ah, donc vous ne choisissez pas... Ça veut pas dire... Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des solutions. Moi, je suis persuadé que pour la diffusion, on peut trouver des solutions, on peut trouver des salles et faire en sorte que les Calédoniens puissent voir facilement. Combien de temps, puis après Yves Cazot de Convergence Pays? Oui, là, je prends ma casquette de président du Congrès pour dire que j'ai l'intention, dans le cadre de l'ouverture du Congrès de la Nouvelle-Calédonie donc à la société, je vais organiser une soirée spéciale sur ce film. Une projection au Congrès? Oui, d'ici à la fin de l'année. Ça va dans le sens de ce que j'ai toujours défendu comme position. Je suis contre le film. Mais à partir du moment où le film, il est là maintenant, il faut le diffuser, mais il faut organiser la parole autour de ces films et organiser le débat. Yves Cazot, puis après Makiwea. Yves Cazot. Oui, donc je salue déjà l'initiative de M. Remittant. Ça avait déjà été fait donc, par Joël Viratel à Paris, lorsqu'il a organisé justement le débat autour du film. Et puis j'entendais parler donc d'histoire et j'ai entendu donc qu'on parlait qu'on ne partage pas la même histoire.
La même histoire, l'histoire est la même pour tous. Je pense que quand on est dans un pays où on parle de destin commun, c'est important justement de ne pas séparer justement cette histoire. Le film, puisqu'on reparle du film, le film j'ai justement été un vecteur pour justement avoir cette parole et que cette parole elle soit partagée à la fois, je dirais, par les Kanaks et par les Calédoniens qui ont beaucoup de choses à dire et s'approprier cette histoire. Je pense que travaillant dans le milieu associatif, et je l'ai vu donc dans la préparation par exemple de la journée du 24 septembre où on travaille avec toutes les associations, on s'aperçoit qu'il y a une volonté de ce destin commun, une volonté de partage, et puis dans les faits, c'est très difficile à vivre, hein, parce que il y a des peurs, il y a des méconnaissances, et justement, je pensais que le film, et c'est ce qu'on défend, hein, était un moyen justement de lever un petit peu ces peurs, ces méconnaissances, et s'approprier ce passé. Voilà, et on va maintenant donner la parole McKeower, pardon. Oui, non, je voudrais revenir par rapport à la projection du film pour dire que donc, cette semaine, la production finalise avec les salles de la Nouvelle-Calédonie pour la projection du film. Donc je rassure les gens d'ici que le film va être diffusé. On ne sait pas où, mais il sera diffusé. Oui, il va être diffusé avec nos petits moyens et aussi dans les salles de Nouvelle-Calédonie. Et il est temps maintenant de donner la parole aux téléspectateurs. La séquence de vos questions, les SMS. Voilà, et on va tout de suite découvrir quelques questions déposées par SMS. Et la première question déposée par SMS, elle va apparaître. Et donc, vous allez pouvoir les uns et les autres apporter votre commentaire et votre réponse. On va voir la première question. Vous vouliez rajouter, Pascal Vittori, quelque chose en attendant ? Alors, je suis une Kanak de 20 ans, c'est mon histoire et j'ai le droit de savoir. Le passé reste du passé. Il faut profiter du présent et se préparer pour l'avenir. Un commentaire ? C'est plutôt un commentaire qu'une question. Amin Mokadem ? Je n'ai pas compris. Rebondir sur... On va revoir à l'antenne. Dire un mot, oui, je crois que c'est important et c'est ce qu'on essaie de construire, c'est ce que les politiques aujourd'hui essaient de construire, c'est-à-dire un avenir qui soit un avenir de paix pour tous les Calédoniens, construire le destin commun, et donc on prend des initiatives. Mais on pourra en parler tout à l'heure sur le devoir de mémoire, sur les lieux de mémoire, enfin il y a des choses à faire. Dominique Barbe, ce sont des interrogations qui ne vous surprennent pas et qui vous paraissent au contraire saines, qu'on s'interroge sur l'histoire récente, qu'on polémique, qu'on débatte ? Ah, tout à fait, oui. Je ne trouverais pas sain que ce genre de film ne pose aucun débat. Autre question par SMS. Et puis après, donc... Alors, les familles des 19 souffrent encore. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas aux orphelins. Qui veut réagir ? McKeower ? Recomitant ? Mais si nous pensons aux orphelins, nous pensons aux familles. Je pense que c'est dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure. C'est le FNKS qui a donc été à l'origine de cette attaque de la gendarmerie. Après, il y a eu des conséquences. Ils ne pouvaient pas faire autrement d'aider les gens là-bas. Pourquoi? C'est tout simplement parce que l'île était quadrillée, les systèmes d'écoute étaient brouillés. Mais après, quand on regarde après ce qui s'est passé après, ben les responsables du FNKS ont toujours tenté de suivre ce qui s'était passé là-bas à Ouvéa. Et je pense qu'on ne peut pas être des responsables politiques d'un côté, demander à des militants donc, de se sacrifier et ensuite de les abandonner. Ce n'est pas possible, ça. Amin Mokadem, pour rebondir un peu avant de voir une autre question, ça montre, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on est toujours dans la même séquence, au fond. Je ne sais pas, mais de toute façon, il y a des douleurs qui sont traumatisantes, c'est évident. Je veux dire, en plus, je voulais dire deux choses. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Il y a celui-ci, je ne sais pas si... On le voit, oui. Mathieu s'est référé sur ce bouquin-là. Ce qui m'étonne, c'est quand on décroche la Lune, tout d'un coup, on découvre qu'il s'est passé des choses. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. On parle de Le Gorju, mais il s'est basé d'abord sur ce bouquin, Mathieu Kassovitz, la Ligue des droits de l'homme. Attends, je voulais dire une deuxième chose sur les traumatismes. Bon, moi, je ne voulais pas rentrer dans le vif du sujet sur ce problème de Ouvéa, mais c'était quand même disproportionné, la répression. C'est quand même l'élite de l'armée française qui a mis le paquet sur quoi c'est passé. La propagande qu'il y a eu à l'époque, c'était de les faire passer pour des terroristes. On ne va pas refaire toute l'histoire. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, c'était quand même l'élite de l'armée française qui était là-bas. Le GIGN, le GM Choc, les commandos de Marine Hubert. Forcément, ça a des traumatismes.
ça laisse forcément des traumatismes et il faudrait peut-être se soucier aussi de ça, je veux dire. Autre question SMS. Pourquoi remuer le passé? On a déjà assez souffert comme ça en 84. Moi, je vais me référer à, comment dire, je ne sais plus, cet auteur-là qui disait qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, qu'on en a le revivre, un truc comme ça. Je pense que de connaître le passé, de connaître son histoire, mais sa vraie histoire, mais c'est fondamental pour la construction psychologique de la personne. Je pense que ça, bon, mais tous les chercheurs le disent, tous les scientifiques le disent. Pascal Victory, puis Dominique Barbe. Il faut aussi respecter la souffrance des gens qui ont vécu ça. Et il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui ne veulent pas en parler. Comme d'autres personnes qui ont connu des horreurs de l'histoire de l'humanité ne veulent pas en parler. Il faut respecter cette souffrance-là. Et il y a aussi des gens qui ne veulent pas voir le film à cause de ça. Il faut respecter ça aussi. Cynthia Merzov et puis Yves Cazot. Allez-y, ouais. Oui, moi je voulais dire que il faut parler du passé absolument. La personne qui se pose cette question ne sait peut-être pas que ses propres enfants sont en très grande attente de connaître leur passé pour mieux appréhender justement le présent. Et que c'est tabou chez eux. Oui, c'est une question absolument taboue chez beaucoup de familles. Et je voulais dire aussi que moi je viens d'une génération pas si ancienne que ça, où on ne nous a pas non plus appris notre histoire. Moi, je n'ai pas appris l'histoire de la Calédonie, de mon pays, ni au collège, ni au lycée. Donc c'est fondamental, au contraire, d'apprendre à nos enfants leur histoire. Anthony, les deux jeunes, Anthony et Jérôme. Vous savez, en Calédonie, chaque individu a sa propre histoire. Déjà, c'est vrai que souvent les gens ont tendance à toujours rappeler d'où ils viennent, d'où ils sont. Chacun un clan, appartient à une famille, est arrivé il y a quelques siècles ou alors est arrivé dernièrement. Mais je pense que chaque individu, en sachant son histoire, c'est primordial quand même pour pouvoir avancer et construire justement par le passé l'avenir de notre pays. Jérôme ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le passé est fondamental aussi. Monsieur Ouamitan l'a déjà dit. Et par contre, je pense que le passé que nous, en tout cas, nous avons vécu en 84 n'est pas totalement terminé finalement. C'est la raison pour laquelle on en parle encore. La question n'a pas été tranchée. C'est aussi ce que nous avons vu dans le reportage. Nous avons fait que finalement pousser la question un peu plus tard. La question se tranchera plus tard, entre 2014 et 2018 ou 2019. Et finalement, c'est la raison pour laquelle on est si intéressé de savoir pourquoi on est toujours, finalement, le passé est toujours présent, si je puis dire. Et c'est justement la dernière partie, peut-être encore une question SMS, et ce sera la dernière partie de notre rendez-vous, justement, comment on utilise ce passé pour construire un destin commun. Ce film est une erreur, la preuve que ça monte les uns contre les autres, et surtout Kanak contre Kanak. Amin Mokadem, vous voulez rebondir ? Je m'excuse d'être un peu dur, c'est une naïveté, comme si on avait attendu le film de Mathieu Kassovitz pour qu'il y ait des divisions dans le sein du monde kanak. Il y a toujours une division au sein du monde kanak, qui est une construction du nationalisme d'un peuple kanak, c'est une chose, mais il y a toujours eu des divisions au sein du monde kanak. Enfin, faut pas... Pascal Victory. Je voudrais réagir à ça. Dernièrement, il y a eu une convention mélanésienne qui a été organisée par le Rassemblement et des Mélanésiens de l'Avenir Ensemble y ont participé. Et les conclusions de cette convention, ça a été de dire, pour nous, la priorité, c'est une réconciliation entre les Mélanésiens pro-français et les indépendantistes. Voilà. Donc je crois que c'est quelque chose d'important pour eux et ça fait partie des actes de réconciliation. Alors je pense qu'il ne faut pas que ça. Moi je souhaite que partout où il y a eu des morts, partout où il y a eu des blessés, des maisons qui ont brûlé, partout où il y a eu des traumatismes, eh bien on puisse avoir des actes de réconciliation. Ça c'est très important si on veut pouvoir bâtir l'avenir et bâtir un destin commun. Alors justement, on va revoir la question SMS parce qu'elle n'est pas apparue complètement et c'était ça justement la fin de la question avec ce fameux destin commun. Donc ce film, je le disais, est une erreur, la preuve que ça monte les gens les uns contre les autres, surtout Kanak contre Kanak. Où sera le destin commun après ça ? Après le fait que les gens soient divisés, etc. Commandement, on arrive quand même à construire un destin commun. Attendez, excusez-moi, je vais faire un peu d'humour. Mathieu Kassovitz n'est pas Dieu, je veux dire, on existe ici. Non, mais d'une manière générale. Ami, c'est un téléspectateur qui pose la question, on vous demande d'y répondre, voilà. Je ne peux pas y répondre. Moi, je vais essayer de répondre, excusez-moi. Donc,
Il faut savoir aussi que pendant toute cette période de 1988 jusqu'à 2010, on a vécu des moments forts dans cette période. C'est vrai, après ces événements douloureux, il a fallu nous remettre dans le bain, les gens d'Ouvéa entre nous. Donc il a fallu des gestes de réconciliation entre les familles, entre les partis, entre les chefferies. Ensuite, en 2004, on a fait la réconciliation avec la famille Tibaou, la famille Ewene et la famille Fils d'Espace. Donc c'est toujours dans ce sens. En 1998, nous avons fait la réconciliation avec les familles des gendarmes à Ouvéa. Donc nous avons pensé que ce film-là nous amène vers ce chemin-là de réconciliation, mais avec tout le peuple. Hein. Au final, ça vous étonne aujourd'hui cette polémique et ça vous déçoit vraiment? Oui, ça me déçoit. Parce que là, avant l'avant-première à Paris, nous sommes pris une après-midi de rencontre avec les orphelins des gendarmes qui étaient tombés à la gendarmerie d'Ouvéa, avec les otages qui étaient dans la grotte. C'était un moment plein d'émotions. Donc c'est en quelque sorte aussi faire cette réconciliation en vue du destin commun. Parce que cette histoire, ce n'est pas notre histoire à nous tout seuls. C'est l'histoire de Kanaki et c'est l'histoire aussi de la France. Alors justement, avant d'aborder la dernière partie de notre rendez-vous, quel destin commun demain? Comment construire cet avenir institutionnel avec ces échéances politiques à court et moyen terme? Je vous propose d'aller à Lifou pour recueillir le témoignage des enfants, des tout jeunes, et de voir comment eux, ils perçoivent cette histoire. Est-ce qu'ils ont besoin de savoir? C'est un reportage de Coralie Chaillan et Karawayane. Qu'est-ce qui s'est passé? Eric. Jean-Marie Thibault s'est fait assassiner. Parle plus fort, c'est très bien. Répète. Jean-Marie Thibault s'est fait assassiner. Très bien. Avec qui? Avec Yewene. Par qui? Par un militant. Très bien. Un militant qui? D'Ouvéa. C'est très bien. C'est un échange auquel participent aujourd'hui tous les élèves du primaire et ceux dès le CE2. Avant l'entrée au collège, ces enfants devront désormais acquérir les grandes lignes de l'histoire politique du pays. C'est un sujet qui ici semble passionner. Je vais rester longtemps en Calédonie et j'aime bien ce pays et je voudrais découvrir qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est vrai, quand on travaille, lorsqu'on mène les leçons, lorsqu'ils participent, ils sont vraiment très assoiffés de savoir, de connaître vraiment quels événements ont pu se passer dans notre pays. La photo d'un barrage indépendantiste ou un extrait de journal. Depuis 2007, l'apprentissage de l'histoire s'appuie sur cet ouvrage, mais certains plus curieux ne s'arrêtent pas à ses écrits. Moi et ma mère, des fois, on va à Bouraille et vers Pointimier et il y a une dame qui nous a expliqué comment ça s'est passé, une dame, une vieille, comment ça s'est passé ici. Et c'est en dehors des murs de l'école que leurs aînés sont allés trouver leur enseignement. Des repères qui paraissent moins évidents pour Julien, qui fait partie d'une génération née avant les programmes adaptés. Il y a eu des livres qui parlaient de la Calédonie, mais c'est sans plus, quoi. Nous, après, tout ce qui a eu rapport avec les événements et tout, ça a été appris en fait, dans la coutume, on connaît ça, mais sinon, tout ça a été appris dans la rue, quoi. On ne sait pas grand-chose de ça, en fait. Depuis 2008, l'épreuve d'histoire-géographie du baccalauréat est corrigée localement. Les lycéens peuvent ainsi choisir de disserter sur une question propre au territoire. Les jeunes que nous avons rencontrés semblent aussi avides de connaissances que les plus jeunes du primaire. On dirait qu'on survolait un peu les choses. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre de plus, toi, là-dessus, sur ce sujet? Qu'est-ce qui manque? Les témoignages de ceux qui ont vécu ça. C'est notre culture, c'est notre pays. Et on doit se préparer pour le futur de notre pays. En commençant à connaître d'abord son histoire et ce qui s'est passé dans ce pays. Ces jeunes de Lifou, malgré leurs différences, ont en commun le sentiment d'avoir encore beaucoup à apprendre sur leur histoire. Et on salue tous ces jeunes de Lifou qui ont témoigné. Concomitant, vous vouliez réagir? Je vous ai vu écrire des notes sur les propos de ces jeunes. Non, mais je pense que ces jeunes sont conscients que il y a toute une partie de leur histoire qu'ils ne savent pas. Je pense qu'au moment où, après les événements de 84-88, il n'y a pas eu de transmission
entre les responsables, ou en tout cas ceux qui ont vécu comment dire, cette histoire-là, avec les acteurs, avec les générations qui les ont suivis. Si, dans nos familles. Parce que dans les familles, ça se transmet. Moi, j'ai transmis, par exemple, à mes enfants tout ce qui s'était passé, donc ils sont complètement au courant de ce qui s'est passé. Mais, disons, la population, notre jeunesse en général, non. Puisque la transmission aurait dû se faire, normalement, dans les livres d'histoire, à l'école. Or, l'école n'a pas fait son travail à ce niveau-là, pour des tas de raisons. Comment on fait? Je m'adresse aux philosophes, à Mokadem et aux profs d'histoire. Elle ne peut pas faire ça. L'école ne peut pas remplir ce rôle-là 4 ans après des événements. Parce qu'il faut effectivement... Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut collecter la mémoire d'abord, essayer de l'analyser, et ensuite, effectivement, au niveau scientifique, ensuite la transmettre au système scolaire. Donc tout ça, c'est quelque chose qui prend 10, 15, 20 ans. Et alors, comment on fait pour accepter notre histoire? C'est-à-dire qu'effectivement, dans un premier temps, ça se passe comme vous l'avez dit. C'est-à-dire ça se passe par transmission familiale, par transmission... Du ressenti des uns et des autres, des souvenirs des uns et des autres. Ce qui éveille d'ailleurs la curiosité de ceux qui reçoivent les histoires. Et après, simplement, quand l'historien a travaillé, qu'il peut effectivement produire une analyse, parce que c'est quand même ça la différence entre la mémoire et l'histoire. Et il faut combien de temps pour cette analyse? Ça peut prendre très longtemps, surtout si l'histoire est douloureuse. Plus l'histoire est douloureuse, plus ça prend du temps. Hein? Parce que ce qui s'est passé après la guerre, par exemple, en France. Après la guerre, les manuels d'histoire, ils ont quand même repris assez rapidement. Non, pas du tout. Pas tout de suite. Non. Et puis, regardez un peu l'histoire qui s'est passée avec le chagrin et la pitié, quand même. Bon, c'était pas un film, c'est pas une fiction, le chagrin et la pitié. Ça sort en 1969. Simone Veil, dans la vie qu'elle a écrite l'année dernière, raconte qu'elle était à l'ORTF à ce moment-là. C'est un film que Olphus a voulu vendre à la télévision française. Et l'ORTF a refusé ce film. Et donc on a crié à la censure à ce moment-là. C'est exactement comme maintenant. Et elle raconte, Simone Veil, qu'on a refusé pour des raisons économiques. Donc on est vraiment dans le même type de débat. Bien, je dirais qu'à chaque fois, quasiment, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours un événement moteur, enfin quelque chose un film qui sort, un livre qui sort, qui fait débat. Et à partir du moment où justement il y a un intérêt autour de ce film ou de ce livre, à ce moment-là, ça rebondit. Effectivement, c'est très constructif. Je suis en totale opposition avec Dominique Barbe. Moi, j'enseigne aussi à l'université. J'empiète dans le domaine des historiens. Je fais de l'histoire contemporaine avec des étudiants kanak. Ils sont très demandeurs et ça marche très bien. En plus, il y a des manuels d'histoire qui ont été faits en cycle 3, école primaire, au collège et au lycée. Le premier manuel d'histoire qui a été fait pour l'école élémentaire, pour l'école primaire, il a été fait par des gens comme Louis-José Barbançon, Christiane Terrier, Winiko Yagé, etc. C'était très conflictuel. Des gens qui étaient opposés. Des gens qui étaient indépendantistes, anti-inventistes, des Kanaks, des Caldoches, étaient très opposés. Ils sont arrivés quand même à faire ce manuel. Opposés même sur l'écriture de l'histoire. Par exemple, il y avait des disputes qui pouvaient paraître ridicules. Est-ce qu'il fallait écrire « Éloi Machoro a été exécuté, neutralisé ou assassiné ?» Des gens ont discuté sur la manière d'écrire. Je pense réellement qu'il faut cesser de prendre les modèles de l'extérieur et dire « c'est pas possible, il faut attendre 50 ans ». Ça, c'est le symptôme de l'histoire nationale française. Je pense qu'ici, il faut booster les choses, il faut faire les choses. Et déjà, je vais dire une chose, l'histoire n'appartient pas aux historiens. Oui, mais c'est les historiens qui l'écrivent quand même. Ouais, non, Anthony, ça n'appartient pas aux historiens. Oui. Disait notre enseignante, donc le chapitre sur la Nouvelle-Calédonie en terminale était rentré dans le programme avec Jérôme, c'était en terminale, donc en 2008. Et on a vu ce chapitre-là en 2 cours d'histoire, 2 semaines avant le bac. Et il n'est jamais tombé, le sujet, pendant 3 ans, il n'est jamais tombé pour les terminales générales. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est même si l'histoire ne m'était pas enseignée à l'école, nous, on n'a pas attendu après les manuels ou que le programme nous enseigne cette histoire, on allait chercher l'histoire par nous-mêmes. Parce qu'il y a quand même des livres, comme on disait tout à l'heure, il y a des livres, des manuels, des conférences qui sont là, justement pour instruire les citoyens. Donc il faut aussi arrêter de toujours remettre sur les institutions, et il faut aussi que chacun s'approprie l'histoire par lui-même. Yves Cazot. Oui, je voulais réagir sur beaucoup de choses, ce que j'entends.
Moi, ce que je voulais dire au niveau d'abord du vécu, en tant qu'enseignant aussi. Je rappelle une agrégation d'histoire géo. Oui, et donc je disais donc au niveau du lycée, donc les élèves sont très demandeurs. On parle d'histoire conflictuelle, etc. Mais il y a aussi les institutions du territoire. J'ai beaucoup de demandes en ce qui concerne par exemple les accords de Nouméa, parce qu'on n'en parle pas toujours à la maison, parce que ce sont des gens qui vont bientôt voter et qui ont 18 ans et qui me demandent par exemple en cours de CGS de me parler des accords de Nouméa, qu'est-ce que c'est que la loi organique, etc. Donc ça c'est une demande très forte que l'on a, hein, voilà. Et puis pour réagir sur l'histoire, bon, je pense que l'histoire c'est d'abord un métier, donc l'histoire est écrite par des historiens. Il y a une démarche historique. Bon, elle peut sortir bien sûr du cas des historiens, mais il y a quand même une démarche qui est scientifique. Qu'il faut respecter. Et enfin, une dernière chose pour M. Wamitan, au niveau des livres en histoire, lorsqu'on a parlé de la guerre d'Algérie ou lorsqu'on a parlé de la guerre d'Indochine ou lorsqu'on a parlé même de mai 68, ce n'est pas apparu tout de suite dans les manuels non plus scolaires métropolitains. Alors, pour avancer, il nous reste un quart d'heure. Attendez, on donne la parole un petit peu à tout le monde. Il y a des choses qui sont fausses qui sont dites là. C'est quand même. Alors, lesquelles qui sont fausses? Par exemple, sur l'histoire d'Algérie, il y a des historiens, Charles-Robert Ageron, qui a écrit de superbes livres d'histoire d'Algérie. Et tout de suite, il n'a pas attendu des institutions, des inspections d'académie, etc. En Nouvelle-Calédonie, il y a des manuels d'histoire qui ont été faits. Ma question, c'était... On est là, oui, quand même, je suis assez d'accord. Il existe une partie de l'histoire qu'on appelle l'histoire immédiate. Et l'histoire peut être écrite très peu de temps après les événements. Les premiers enseignants, justement, qui écrivent le premier manuel d'histoire adaptée pour les CM, CM1, CM2, il est rédigé en 1990 et il parle de la période 84-88. Donc très très vite, des enseignants se sont penchés sur le sujet et ont produit. Bon, un autre SMS qui passe en ce moment, on manipule l'opinion parce qu'on défend donc que des guerriers, etc. D'autres qui disaient donc on étouffe l'histoire kanak. Au fond, Pascal Vittori, demain, plus le chrono approche du référendum, plus on a le sentiment que beaucoup de Calédoniens s'inquiètent. Comment on fait pour accepter cette histoire et comment on fait pour que tout le monde se l'accapare? On a l'habitude de ça en Nouvelle-Calédonie. À chaque fois qu'on arrive à une échéance, les Calédoniens sont inquiets et c'est normal. Et c'est bien pour ça qu'on a mis en place des discussions indépendantistes et pro-français et qu'on prépare des discussions sur l'avenir, on prépare un futur statut. Mais moi, je voudrais revenir au lieu de mémoire et à ce que font les institutions. La province sud a un projet, parce qu'on parle beaucoup des événements... Il n'y en a pas aujourd'hui de lieux de mémoire, très peu. Il y a des lieux de mémoire, il y a des jours de commémoration en Calédonie? Oui, il y a des lieux de mémoire qui ne sont peut-être pas visités suffisamment souvent, mais il en existe. Il y a des monuments, il y a des lieux qui rappellent l'histoire. Mais il y a un projet qui est très intéressant à mon avis, parce qu'on parle toujours des événements, mais il y a eu d'autres faits historiques, il y a eu d'autres confrontations dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et la province sud... des guerres tribales, par exemple? Je parle des guerres tribales, je parle aussi de la révolte, par exemple, de 1878. Et à ce sujet, la province sud a un projet à Guarodeva, à la vallée Tabou, pour en faire un lieu de mémoire. Et là, les jeunes pourront venir et voir sur place comment l'histoire s'est déroulée. Roch Wamitan Mokadem, est-ce qu'effectivement on manque de lieux de mémoire? Est-ce qu'on manque de journées qui pourraient rassembler tout le monde pour une mémoire partagée, comme vous le disiez? Il y a très peu de lieux de mémoire, disons, officiels acceptés par tous. Nous avons des lieux de mémoire. La grotte d'Ouvéa, c'est un lieu de mémoire. Pas très loin d'ici, à Saint-Louis, on a une stèle qui indiquait là où Léopold Dawano a été abattu par le GIGN en 1987. Là où Éloi Machoro a été abattu à la fois, là, à Doni, il y a un endroit où chaque année, les gens vont se recueillir. Demain, 18 novembre, Thierry Ligourou. Anniversaire. Mais là, les jeunes de l'Union calédonienne, ils seront tous réunis à Thio. Quel anniversaire demain, Pascal Vittori? Mais ça, ce sont des lieux de mémoire. Quel anniversaire demain, Pascal Vittori? Non, mais je voudrais dire une chose, parce que depuis tout à l'heure, on parle des morts kanaks. Qui se rappelle? Je voudrais dire qu'il y a aussi des lieux de mémoire pour les morts non kanaks, et c'est important. Il faut y penser. On va voir. Il faut qu'on partage ça. On va voir, qui ce soir, sur le plateau, sait quel anniversaire on célèbre demain, le 18 novembre? Demain, c'est le jour où Éloi Machoro a fondu Lyon. Voilà. Et Mathieu Kassovitz a choisi cette semaine, la semaine du 18 novembre, pour sortir son film dans les salles de métropole.
pour marquer une connaissance du peuple kanak. Cynthia, ça montre un positionnement quand même. Hein. Bah oui, mais c'est un anniversaire. Bah oui, mais alors là, ça montre que le débat, ça ne servait à rien. Si aujourd'hui, si là, à la fin... C'est l'anniversaire exactement du boycott actif des élections du 18 novembre 1984. Hein, donc c'est le boycott actif qui a touché pas seulement Éloi Machoro et l'urne, hein, mais beaucoup de lieux sur la Grande Terre qui ont commencé à vivre douloureusement les événements à ce moment-là. Vous aussi, vous regrettez qu'il n'y ait pas assez de lieux de mémoire ? J'allais le dire, il n'y a pas à ce jour de musée de la Nouvelle-Calédonie. Je veux dire, on n'a aucun lieu de mémoire en Nouvelle-Calédonie où on puisse se sentir appelé vers un destin commun. Le musée de la Nouvelle-Calédonie est le musée des Océaniens, mais pas un musée de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a aucun lieu de mémoire pour les Calédoniens d'origine européenne, par exemple. Il y a, oui, peut-être le musée de la ville de Nouméa qui reprend des thématiques, etc. Mais il n'y a pas, à l'échelle du territoire, à mon sens, un lieu de mémoire suffisamment vaste et fourni qui puisse nous porter vers un destin commun. Qu'est-ce que je peux faire visiter à mes élèves qui pourrait les conduire vers cela ? Yves Cassot. Oui, juste pour dire aussi, donc on parle de lieux de mémoire, je parlais aussi de journées commémoratives communes, puisqu'on parle de destin commun. On a essayé de travailler donc avec Madame Gorodet et toutes les associations sur la date du 24 septembre, pour faire de cette fête justement une fête pluriethnique et faire venir toutes les ethnies du territoire. À mon gré, c'est pas vraiment une réussite et il faudrait peut-être choisir une autre date, pourquoi pas celle des accords de Nouméa, qui permettrait d'être peut-être un consensus pour chacun d'entre nous. Amin Mokadem, je rappelle que vous allez sortir un livre sur le discours politique kanak en janvier. Demain, le destin commun, le référendum. Il y a urgence. Alors, je voudrais dire justement, le 18 novembre 1984 est une date extrêmement importante dans l'histoire politique contemporaine de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est la date qui a fait commencer ce qu'on a appelé les événements et que j'appelle moi une séquence politique révolutionnaire. Je voudrais revenir sur une chose. Éloi Machoro, on le fait passer pour un guérillero, un guerrier lâche, etc. Moi, j'ai travaillé un petit peu dessus, en interrogeant ses proches. C'était un homme politique, c'était un homme de dossier, c'était secrétaire général de l'Union calédonienne. Quand l'urne a été brisée, avant que l'urne soit brisée, il y a Léopold Jorédier qui était là, qui a fait un discours expliquant les raisons pour lesquelles il y a eu ce geste-là. On n'a retenu que le geste de lâche, et quand j'ai consulté les Nouvelle-Calédoniennes aux archives de Nouvelle-Calédonie, on ne voit que la photo sans légende. Et bien sûr, il est rentré dans la mémoire collective, mais et moi, j'ai été obligé de faire ce travail d'historien, parce qu'il n'y a rien sur ce chapitre-là. Donc j'ai enquêté, j'ai fait un travail de terrain, et je me suis aperçu que, contrairement à l'image qu'on a galvaudée de Éloi Machoro, c'était un homme politique extrêmement fin et qui avait un sens de l'histoire et une intensité. C'est un modérateur de la violence, contrairement à ce qu'on pouvait dire. Je voudrais juste dire une ou deux choses à ce propos. Mathieu Kassovitz a fait un film sur OVA. Moi, je ne suis pas cinéaste. Mais si j'avais le talent d'un caméraman, je ferais un film sur Éloi Machoro. Comment sa trajectoire était accentuée à partir du 17 novembre 1984, où il décide de passer un degré de modèle d'action plus intense jusqu'à sa mort le 12 janvier 1985. C'est ces moments intenses où il pousse, lui, avec d'autres hommes politiques, le nationalisme kanak dans sa dimension extrêmement universelle. Et ça, je veux dire, là encore, il y a quelque chose qui ne va pas. On fait passer Éloi Machoro, le guerrier, le guerriero, c'est faux. Pascal Vittori. Je crois que c'est aussi parce qu'il s'est mis en avant dans une période qui n'était pas une période de non-violence. Le FLNKS a eu des périodes où il a choisi comme action... Non, je voudrais finir. Le FLNKS a eu des moments où il a choisi la non-violence comme action. Éloi Machoro ne s'est pas singularisé à un moment où le FLNKS avait choisi la non-violence. Il s'est singularisé à un moment où le FLNKS avait plutôt choisi la lutte armée. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a... Éloi Machoro n'a tué personne, quand même, soyons sérieux. Non, mais je ne dis pas ça, je dis qu'il a agi à un moment où le FLNKS avait choisi la lutte armée comme mode d'action. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va pas... Non, mais vous n'allez pas commencer à nous faire croire qu'il ne s'est rien passé, qu'on a eu affaire qu'à de la non-violence. Il faut débat très intéressant. Il me semble que les actions de l'Union calédonienne, qui était le moteur du FLNKS, ce n'était pas la lutte armée, c'était un boycott actif contre les élections. Écoutez, moi je me souviens bien d'un mot d'ordre qui a été donné à un moment de lutte armée. Voilà. À d'autres moments, il y a eu d'autres mots d'ordre de non-violence avec des manifestations non-violentes, etc. Là, c'est la version de M. Pascal Vittori, oui, mais je la revendique, qui est très louable. Voilà. Il y a des discours qui ont été écrits.
Le grand-père de M. Wamitan, le vieux roc des Opidjo, a fait un discours qui est remarquable, qui n'est pas dans le manuel d'ailleurs, et qu'il faut le mettre. Le 31 juillet 1984, il fait un discours remarquable à l'Assemblée nationale, qui est un discours, du point de vue esthétique, digne d'Aimé Césaire, et qui est poignant du point de vue de la rhétorique, et qui est poignant du point de vue de l'anticipation de l'histoire. Il faut lire ces discours-là, il faut les mettre dans les manuels d'histoire. Les gens ont un discours. Et Éloi Machoro avait un discours aussi, c'est pas que la lutte armée. Il nous reste 5 minutes pour conclure. Au final, aujourd'hui, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait pour demain, ensemble, construire le destin commun? L'historien Dominique Barbe, quel est votre conseil? Comment vous... J'ai pas de conseil. Non, là, je suis un peu dépourvu pour donner un conseil. Je dirais qu'il faut attendre un peu, il faut parler surtout, je crois. Mais attendre un peu, est-ce qu'on a le temps d'attendre? Il faut parler. C'est ça le problème. Il faut parler, et je suis ravi finalement que ce film sorte, finalement, parce que là, on parle. Maki Wea, pour conclure. Oui, moi je crois que voilà, c'est important qu'on ait des espaces d'échange. Je crois qu'il faut aller voir le film pour ensuite débattre, pour ensuite critiquer le film. Et puis on avance, il y a un objectif qu'on s'est fixé, le destin commun, et voilà, il faut que le peuple avance. Yves Cazot, l'association Convergence Pays, pour conclure. Oui, moi je dirais, avec tout ce que j'ai entendu là, c'est de savoir quelle histoire on veut écrire. Est-ce que c'est l'histoire uniquement du peuple kanak, ou est-ce que c'est l'histoire du destin commun et des Calédoniens? Voilà, je veux bien qu'on fasse. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur Éloi Machoro. C'est le propre de l'historien, justement, de ramener aux faits et de conceptualiser et puis de remettre dans une époque très précise. Donc c'est ça le travail des historiens et des scientifiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut aussi le faire dans son ensemble. Hein, voilà, donc c'est établir l'histoire des Calédoniens et des Kanaks, mais pas que l'histoire des Kanaks. Voilà. Cynthia? Oui, donc moi je me sens le messager de mes élèves ce soir, et donc je voudrais redire leur très grand besoin de parler de ces sujets-là. Leur besoin aussi qu'on leur explique, et puis leur appréhension de notre avenir. 100% de mes élèves aujourd'hui, parce que je leur ai posé la question aujourd'hui, 100% de mes élèves de mes 2 classes du collège de Normandie m'ont dit avoir peur de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même voilà, quelque chose auquel nous devons réfléchir très sérieusement. Et pour rebondir sur le SMS, il y a beaucoup de SMS sur la douleur des uns et des autres, et notamment la douleur de la communauté européenne à Quand un film. Anthony, pour conclure. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que la fin du débat était censée être axée sur le destin commun, et on a plutôt parlé de ce qui nous désunit plutôt que de ce qui nous rassemble. Et justement, ici, il existe énormément d'ethnies, les Kanaks, les Européens, des Caldoches, des Wallisiens, des Futuniens, des Vanuatais. Et le truc, c'est que... Des Arabes, a dit Amin Kadeb. Il faut que chacun sache quelle est sa place ici dans ce pays. Et une fois que chacun saura quelle est sa place, on pourra tous avancer ensemble. Merci, et on n'oublie pas votre disque qui sort au mois de décembre. Jérôme Lévy, on ne vous a pas trop entendu ce soir, je vous ai vu très attentif. J'ai été assez silencieux, et puis en même temps, ça fusait très vite. Mais oui, pour rajouter quelque chose à ce que disait Anthony, il faut que tout le monde trouve sa place, il faut que tout le monde sache qu'il a une place aussi. Ça, c'est aussi important à savoir. Amin Mokadem, pour conclure, on va donner la parole aux 2 politiques. Moi, c'est sûr, voilà. Enfin bon. Qu'est-ce que vous alliez dire? Allez-y. Non, c'était une pique sur les politiques, et bon, laissons ça. Je veux dire que les philosophes, c'est la politique de la vérité, mais laissons ça de côté. Oui. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que... Mais la difficulté, c'est que qu'est-ce qu'on entend par destin commun? Moi, je pense réellement que ce pays est difficile. Il est fascinant, mais il est difficile. Pourquoi? Il n'y a pas de problème, il y a un peuple kanak qui est constitué en tant que peuple kanak. Le problème, c'est les autres communautés qui n'arrivent pas à se constituer en tant que peuple. Il va y avoir, je disais en plaisantant à peine, ici il y a eu des transportés d'Algériens qui sont devenus des Calédoniens, dont je ne fais pas partie, je tiens à le dire tout de suite. Il va y avoir une exposition à l'Institut du monde arabe qui s'appelle Calédoune. Je vois derrière la volonté de construire dans un contrat social des communautés qui veulent garder leur singularité, leur histoire singulière, pour construire un contrat politique avec le peuple kanak. Et c'est là, moi j'entends la communauté de destin là. Quelle souveraineté, quelle nation est en train de se construire? Et à mon avis, là ce que je vais dire est un peu difficile. La difficulté ne provient pas simplement des acteurs qui sont ici, elle vient de ce que j'appellerais, je vais utiliser un terme technique, la manière d'administrer de l'État qui date depuis la Révolution française, qui ne reconnaît pas
de peuples, qui ne reconnaît pas plusieurs peuples, qui ne reconnaît que des communautés ou les peuples. Et je vous rappelle, si je me suis, excusez-moi, je ne voudrais pas offusquer les téléspectateurs, si je me suis attardé sur Éloi Machoro, c'est que son action était la même que celle des gens d'Ouvéa, qui revendiquaient arrêter de détruire le peuple kanak. Qu'est-ce que ça veut dire détruire le peuple kanak? C'est-à-dire que l'administration, la technologie politique de l'État ne reconnaît que des communautés et a du mal à reconnaître des peuples. Et ici, je pense que les communautés sont des peuples. Il faudrait construire un peuple multinational. Hamid, en 2 secondes. Est-ce que c'est en train de changer? En quelques secondes, est-ce que c'est en train de changer? Oui, il y a quand même mais vous savez, l'histoire est longue, il y a des historiens il y a une longue durée, ça va petit à petit, doucement, il y a des choses qui changent. Là, à la télévision, à mon avis, il y a quelques années en arrière, on ne pouvait pas parler comme ça. Oui, et alors, juste vous signaler, on a reçu ce soir, c'est le record absolu, on a reçu plus de 500 SMS pendant l'heure d'émission. Ça montre que le sujet intéresse et interpelle beaucoup. La fin de politique. Le sujet intéresse, mais ça montre aussi que la démocratie fonctionne quand même en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Voilà, et ça, c'est quand même important. Et moi, je voudrais terminer sur un message d'espoir, dire que, heureusement, on est, depuis les accords de Matignon, dans une phase de respect mutuel, dans une phase de dialogue, et que ça nous permet de travailler ensemble, voilà, avec M. Wamitan, pour préparer un avenir de paix pour les Calédoniens. Recomitant pour conclure, 1 minute. Eh bien, le destin commun, pour moi, est conditionné par quelque chose de très important, c'est la compréhension mutuelle. Il faut arriver à se comprendre les uns les autres. Et pour qu'on arrive à se comprendre les uns les autres, il faut, il me semble, faire quelque chose de très important, c'est exorciser sa propre peur. La peur de soi-même, la peur de l'autre, et notamment la peur des Kanaks, la peur de son passé, la peur de son avenir. Moi, je pense que c'est uniquement qu'à cette condition qu'on pourra arriver donc à partager à ce moment-là la parole et ensuite dire ensemble où on doit y aller. Merci à tous sincèrement d'avoir participé à cette émission. C'est maintenant la fin de notre émission. C'est le dernier rendez-vous de la saison. Un grand merci à François Dufour et à Nathalie Nouzière qui m'ont aidé encore cette année à préparer tous ces rendez-vous. Et merci à vous surtout pour votre fidélité. Notez-le sur vos tablettes. On se retrouve l'année prochaine, en mars 2012, pour une 4e saison de Faut qu'on se parle. Bonne soirée et restez fidèles à Nouvelle-Calédonie Première. Merci.